Merci d'être venus aussi nombreux pour cette réunion sur l'endométriose. Merci à l'association. Merci au laboratoire Bayer, bien sûr. Si on a organisé cette réunion, au départ, c'est parti avec Bruno Calandro du fait qu'on a été auditionné récemment au niveau du Conseil économique et social sur la commission de la femme pour un projet sociétaire sur les conséquences de l'endométriose, les conséquences sociétales. L'idée, c'était un peu, le Conseil économique et social voulait sensibiliser les chefs d'entreprise à cette maladie et parce que vous savez que les conséquences, c'est souvent de l'absentéisme, des arrêts de travail, etc. Il y avait aussi tout le côté prise en charge au niveau des couvertures sociales. Donc tout ça a été évoqué. Et lors de cette réunion, on a pu aussi un peu évoquer le fait qu'on avait envie de redéfinir un parcours de soins un peu plus identifié sur l'endométriose pour savoir qui fait quoi. Tout le monde ne peut pas faire de la radiologie de l'endométriose, tout le monde ne peut pas faire de la chirurgie de l'endométriose, tout le monde ne peut pas prendre en charge la douleur de l'endométriose. Donc l'idée, c'est de refaire un parcours de soins sur l'endométriose. Et puis aussi d'aider sur le côté sociétal, notamment sur la sensibilisation, effectivement, des personnels de santé et éventuellement au niveau économique des chefs d'entreprise, etc. Donc pour vous parler d'endométriose, on a la chance d'avoir Olivier Garbin, que j'ai connu il y a 30 ans à Strasbourg. On a travaillé comme interne ensemble et qui est revenu sur le territoire comme praticien hospitalier. Il a une grosse expérience d'endométriose et de la chirurgie fonctionnelle. Et il avait notamment une consultation de la douleur pelvienne qui est associée une prise en charge globale avec psychologue, kiné, etc. Donc il vous en parlera. On a Marie Le Poupet qui est ici, qui remplace maintenant Luc Brun au centre antidouleur, qui vient d'arriver récemment comme praticien hospitalier et qui vous parlera de la prise en charge au niveau de la douleur pelvienne, notamment la douleur de l'endométriose. Et puis Clotilde sur le versant PMA, parce que vous verrez qu'il y a des messages à faire passer au niveau notamment de la préservation ovarienne. Je laisse Olivier débuter. Bien, donc chers collègues, je suis très heureux d'être ici ce soir. Merci donc à l'association médicale de Nouvelle-Calédonie de l'invitation. J'ai une petite légitimité à parler du sujet de l'endométriose puisque j'ai animé j'étais référent au CHU de Strasbourg donc pendant ces dernières années de l'endométriose et puis qu'on a créé probablement une des premières CP d'endométriose de France. Et donc j'ai une petite expérience de sujets difficiles et douloureux, difficiles pour les patients. Alors un problème de santé publique, donc je vais faire un petit peu un panorama un petit peu général. Quand y penser, et puis que faire face à une patiente chez qui on suspecte une endométriose. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais bien sûr on pourra le faire lors de la discussion. Diapo suivante. Alors la définition, vous savez que c'est la présence de cellules glandulaires, donc ectopiques, de cellules ou de stroma endométrial en dehors de l'utérus, en dehors de l'endomètre. Mais c'est une définition qui est purement histologique, parce que en fait, avoir de l'endométriose, c'est pas forcément être malade de l'endométriose. Et nous, on va rencontrer souvent, on disait que, par exemple que chez les femmes chez qui on faisait une ligature tubaire, vous alliez avoir 10 à 15% de ces patientes chez qui on allait trouver de l'endométriose. Et là, on va parler d'endométriose de rencontre. C'est vraiment l'endométriose de rencontre, par opposition à l'endométriose maladie, donc qui va être associée à des symptômes qui vont être principalement la douleur ou une infertilité. La diapositive suivante. Alors d'autres définitions, vous allez entendre, on parle d'endométriose. Quand on parle d'endométriose, on parle souvent d'endométriose externe.
en dehors de l'utérus. Et puis il y a aussi l'endométriose interne, qui est une forme particulière d'endométriose qui s'appelle l'adénomyose, qui est donc la colonisation par l'endomètre du muscle du myomètre. Alors, il y a différents types d'endométriose. Il va y avoir l'endométriose péritonéale superficielle, donc sous la forme d'implants. Il va y avoir l'endométriose ovarienne, c'est ce qu'on appelle les endométriomes ovariens. Il va y avoir l'endométriose profonde, qui c'est sous la forme de nodules, en particulier au niveau de la cloison recto-vaginale, mais ça peut être aussi au niveau de la vessie. Et donc, il peut y avoir des atteintes urinaires ou digestives. Il y a une forme souvent méconnue qui est l'endométriose pariétale. Ça, pensez-y, si vous avez une femme qui a une cicatrice de césarienne douloureuse, qui vient en disant tous les mois, je ne comprends pas sur ma cicatrice, là j'ai mal. Ça peut être très bien un implant endométriosique qui s'est constitué lors de la césarienne. Et puis il y a des formes rares l'endométriose pleurale, donc c'est les pneumothorax cataméniaux, c'est aussi classique que rare. Et puis l'endométriose cérébrale, il y a des ictus cataméniaux, il y a des femmes qui font des ictus cataméniaux. Donc là, dans ces formes particulières d'endométriose, on pense vraiment que c'est une théorie un petit peu, entre guillemets, métastatique, c'est vraiment des migrations via des voies sanguines. Diapositive suivante. Alors c'est une prévalence élevée, l'endométriose, on dit une femme sur 10. En fait, ça c'est le chiffre qui a avancé, mais 5 à 10% des femmes en âge de procréer. En fait, personne n'en sait rien parce qu'il faudrait opérer toutes les femmes pour savoir combien sont vraiment porteuses d'endométriose, faire des célioscopies diagnostiques. Donc la prévalence, c'est juste une estimation. Ce qui est sûr, c'est que chez les femmes qui ont des algies pelviennes, vous voyez, on pense qu'il y a plus d'un tiers des patientes qui ont en fait une endométriose. Et on considère l'incidence annuelle à peu près 0,1%. Alors chez les adolescentes qui souffrent de douleurs pelviennes chroniques, on va retrouver plus fréquemment de l'endométriose que chez celles qui n'en souffrent pas. Mais c'est toujours très difficile. L'endométriose de l'adolescence, c'est un sujet qui est particulièrement délicat. Et vous serez confronté dans votre exercice, en plus du fait de la médiatisation de l'endométriose, à des jeunes femmes qui vont arriver avec des diagnostics d'endométriose. Et il faudra bien sûr les prendre en charge, mais ce n'est pas toujours facile de faire la part des choses entre ce qui est de l'endométriose et ce qui n'en est pas. Parce que toute douleur pelvienne n'est pas de l'endométriose. Chez une femme qui vient pour des douleurs pelviennes chroniques, on va dire globalement, une fois sur deux, on n'a pas de substratum organique identifiable. Puis je vous rappelle aussi qu'il y a une proportion de femmes abusées dans cette population qui est extrêmement élevée. Or, c'est un impact substantiel sur la qualité de vie. C'est des coûts directs et indirects en termes d'absentéisme, d'arrêt de travail, plus les coûts de santé eux-mêmes, de plusieurs milliers, voire de dizaines de milliers d'euros par an et par patiente. Et puis on s'intéresse de plus en plus, on voit maintenant qu'on fait de plus en plus d'IRM, on voit quand même de plus en plus d'adénomyose chez les femmes jeunes. Et c'est vrai que ça nous interroge beaucoup sur cette maladie qui est encore très méconnue, qui est l'adénomyose, c'est encore, je dirais, moins bien connu que l'endométriose. Diapositive suivante. Un retard diagnostique, donc là je vous ai mis Chrysoula Zakharopoulou parce qu'elle était interne dans le service, qui est maintenant secrétaire d'État, et qui donc le combat contre l'endométriose, le combat contre le tabou commence à l'école. Et vous voyez qu'il faut à peu près 7 ans avant qu'une endométriose ne soit diagnostiquée. C'est le temps moyen que l'on pense. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que ces femmes ne vont pas être reconnues dans leur maladie, ne pas être reconnues dans leur douleur pendant très longtemps. Et c'est une véritable violence faite aux femmes. Et puis donc, il y a aussi un autre sujet, mais on pourrait parler d'éducation menstruelle. Il n'y a aucune éducation sur les règles, ce que sont les règles, l'abondance, le volume, qu'est-ce que c'est normal d'avoir mal, c'est quelque chose qu'on glisse sous le tapis. Et donc les jeunes femmes devraient avoir réellement une éducation menstruelle au même titre que pour savoir ce que c'est que des règles normales, combien de temps ça dure, etc. Ce qui n'est absolument pas fait. Diapositive suivante.
Alors de quoi on parle? Alors vous voyez, ça c'est une forme, ça c'est des implants d'endométriose, hein, ici au niveau du diaphragme, hein, une endométriose qui est assez modérée, des formes noires, hein, qui sont inactives, des lésions noires qui sont inactives, mais ça remonte quand même jusqu'au diaphragme, hein, et ça s'explique par la migration, hein, par les flux péritonéaux. Diapositive suivante. Alors cette diapositive-là, je l'aime bien parce que vous avez des lésions noires, vous voyez, mais vous avez des lésions blanches. Mais ces lésions blanches, c'est quoi? C'est de la fibrose, c'est de la rétraction, hein. Et donc, il faut savoir que quand vous avez les lésions d'endométriose, elles évoluent sous une forme déjà initialement inflammatoire. Et puis après, il va y avoir ces dépôts d'hémosidérine. Puis l'organisme, bien sûr, se défend contre cette réaction inflammatoire. Et comme souvent, il se réagit par une fibrose. Et cette fibrose-là qu'on voit bien, ces formes étoilées, elles existent un petit peu à chaque fois qu'il y a des lésions d'endométriose. Et c'est des lésions qui sont rétractiles. En se rétractant, hein, les tissus, vous pouvez avoir des atteintes en particulier neurologiques, hein, qui peuvent expliquer la symptomatologie douloureuse. Diapositive suivante. Alors ça, par exemple, c'est une endométriose inflammatoire. Vous voyez, avec des lésions rouges, hein, qui sont ici. Là, il y a un nodule, on est au niveau du ligament utérosacré. L'utérus est en haut, le rectum est ici. Donc les ligaments utérosacrés. Et là, vous voyez, c'est tellement inflammatoire que ça a fait des trous dans le péritoine. Hein, ça a carrément fait disparaître le péritoine. Et là, ce qu'on voit derrière, c'est une veine ovarienne. Diapositive suivante. Donc ça, c'est je dirais, ce qui est le plus probablement le plus évident quand on fait de l'échographie, c'est ça. Hein, c'est ce diagnostic d'endométriome ovarien. Donc l'endométriome ovarien, je vous rappelle, c'est un kyste avec ce fameux contenu, on appelle chocolat, hein, qui est assez caractéristique de l'affection. Puis en échographie, c'est assez caractéristique avec cet aspect, ce piqueté finement échogène qui permet de porter le diagnostic. Autre forme d'endométriose, diapositive suivante. Alors, ici, donc, on est en célioscopie, hein, c'est l'utérus est en haut, hein, les ovaires ont été suspendus de chaque côté, et ça, c'est vraiment l'endométriose rétro-utérine, hein, l'endométriose de la cloison recto-vaginale. Et vous voyez, c'est simplement le fait d'avoir mobilisé comme ça l'utérus, hein, pour bien s'exposer qui a entraîné ici, hein, ces phénomènes hémorragiques, tellement c'est inflammatoire. Le rectum est complètement accroché ici, et donc ici, il y a ce nodule, hein, qui est derrière le col de l'utérus, en regard du cul-de-sac vaginal postérieur, hein, et donc avec ces lésions qui sont extrêmement inflammatoires. Diapositive suivante. Donc, autre cas d'endométriose profonde, avec ici, hein, ce gros nodule d'endométriose inflammatoire, hein, au niveau vésico-utérin. Donc c'est de ça qu'on parle, c'est de ces lésions-là qu'on parle. Diapositive suivante. Autre forme, hein, c'est une endométriose digestive. Vous voyez que c'est carrément pseudo-tumoral. Hein, on dit certaines fois, on compare l'endométriose à des tumeurs à malignité locale, hein, purement locale, puisque ça va infiltrer en profondeur les tissus. Et vous voyez que là, c'était une lésion, hein, complètement sténosante, hein, du tube digestif. Diapositive suivante. Hein. Voilà, donc petite vidéo simplement pour vous montrer, c'est pas pour vous montrer de la chirurgie, mais pour vous expliquer que vous voyez un petit peu les distorsions anatomiques majeures, hein, de ce pelvis. Ça va être un pelvis qu'on appelle gelé, avec en particulier ce qu'on appelle des kissing ovaries, c'est-à-dire que les deux ovaires, hein, vont être complètement collés derrière l'utérus et vont être accolés, hein, en particulier avec le rectum. Ça, c'est un faux kyste péritonéal. Hein. Là, on commence à voir la trompe. Et donc, ici, on a le tube digestif, hein, qui est le rectosigmoïde qui est là. Hein, et donc, vous voyez ces distorsions anatomiques majeures. Et donc, vous voyez que c'est une chirurgie qui va être difficile. C'est une chirurgie qui peut être dangereuse aussi, hein, parce qu'on a des taux sur ces grosses endométrioses, on a des taux de complications importants. Et donc le but, c'est pas vous montrer, c'est juste que vous compreniez pourquoi ces patients ont mal, hein, les distorsions anatomiques majeures que ça peut comporter, donc le retentissement sur la fertilité
Et les douleurs, vous voyez, c'est lésions inflammatoires. Et les difficultés qu'on peut avoir à les traiter, vous voyez, ici, c'est le tube digestif. Il est évident que c'est un petit peu... c'est de la chirurgie difficile. Diapositive suivante. En la physiopathologie, je passe très rapidement, hein, c'est surtout la théorie de la régurgitation menstruelle. Hein. Vous savez qu'il y a une partie du sang menstruel qui retourne dans la cavité, qui va dans la cavité péritonéale, et pour des raisons en particulier immunologiques, hein, qui vont se greffer. Hein, donc, qui dit immunologie dit également cause immunitaire. Après, il y a d'autres théories pour expliquer en particulier les lésions d'endométriose profonde ou les lésions à distance. Diapositive suivante. Je vous ai mis le rôle des perturbateurs endocriniens parce que quand même, les bouteilles en plastique, là, bah non. Clairement, c'est plein de bisphénol A, c'est plein de phtalates. Et ça, pour l'endométriose, on sait que c'est pas bon. Hein, la dioxine, bisphénol A, les phtalates, c'est clairement extrêmement dangereux. Et les biberons en plastique, etc., ça fait partie des choses qui sont probablement à l'origine d'une bonne partie de l'endométriose, même si ce n'est pas tout. Or, les conséquences, c'est les douleurs pelviennes chroniques, hein, et ça, je laisserai Marie en parler. C'est l'infertilité, et je laisserai Clotilde en parler. Le retentissement psychosocial, ben, il est important, et vous avez vu que c'est un des sujets de préoccupation sur le territoire. Rarement, on est dans une maladie chronique. Hein, on est dans une maladie... donc, ça ne menace pas... c'est rare que ça menace la santé au niveau vital, si vous voulez. Hein. De temps en temps, il y a des patientes qui perdent un rein, bas bruit, par compression urétérale, ça fait partie des choses. De temps en temps, il y en a une qui fait une occlusion, mais c'est plutôt des choses rares. Diapositive suivante. Alors, cette image, je l'aime bien, parce qu'enfin, je l'aime bien. Elle représente bien la douleur de ces femmes, hein, cette femme qui est alitée. Et moi, je me souviens très bien d'une femme qui avait des brûlures sur son ventre, parce que tellement elle mettait des bouillottes chaudes. Hein, donc, elle avait des traces de brûlures sur son ventre. Et c'est pour ça que cette image, j'y suis sensible. L'autre, c'est une image volontairement provocatrice et militante. Diapositive suivante. Hein, qui dit c'est pas parce que vous ne voyez pas que ça n'existe pas. Hein, et cette représentation extrêmement violente, vous voyez, de la féminité et de la douleur avec tout ce qu'elle peut avoir. Diapositive suivante. Alors il y a une stratégie au niveau de la métropole, hein, qui s'est mise en place avec un plan de lutte gouvernemental. Donc on retrouve Chrysoula, il y a M. Véran et M. Macron, avec 3 axes. Hein, et ce qui va nous intéresser en particulier, nous, en tant que professionnels de santé, hein, ça va être l'axe 2 et l'axe 3. Bien sûr, la recherche également, mais vous, ce qui va vous intéresser surtout, c'est l'axe 2. Je ne vais pas rentrer, hein, dans le détail. Diapositive suivante. Je vous ai mis juste comme quelques... Organiser le parcours de soins, créer dans chaque région minimum une filière territoriale dédiée à la prise en charge graduée de l'endométriose. Ben, c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir. Diapositive suivante. Et puis vous voyez, améliorer la prévention et la prise en charge des dysménorrhées sévères au niveau des soins primaires, médecins généralistes, sages-femmes, gynécologues, pédiatres. Hein, donc c'est pour ça que vous êtes là aussi, puis on vous en remercie. Diapositive suivante. Alors, quand est-ce qu'il faut y penser? Alors, on dit toujours les 4D, et ça reste vrai, hein, les 4D, dysménorrhée, dysparéunie, dyschésie, dysurie, plus infertilité, hein, puisqu'il y a beaucoup de femmes infertiles qui ont de l'endométriose. Or, la dysménorrhée, c'est pas n'importe quelle dysménorrhée, c'est une dysménorrhée intense, vous voyez, en général avec des EVA qui sont supérieurs à 8. Ce qu'on va retrouver très souvent chez les femmes qui souffrent d'endométriose, c'est un absentéisme, soit scolaire, soit professionnel. Hein, ces femmes ne peuvent pas aller travailler, et c'est la résistance aux antalgiques de niveau 1. Donc, si vous êtes dans ces critères, il faut que vous recherchiez une endométriose. Deuxième symptôme, c'est la dysparéunie. Alors la dysparéunie, douleur lors des rapports, c'est pas n'importe quelle dysparéunie, c'est une dysparéunie profonde. Donc c'est pas une dysparéunie d'intromission, c'est pas une dysparéunie comme ça rentre, hein, c'est pas une dysménorrhée quand ça bute au fond. Hein. Donc ça veut dire c'est une dysménorrhée balistique, hein, on peut dire encore, hein, de manière, c'est une dysménorrhée qui empêche
les rapports. Souvent la femme va s'arrêter, elle va repousser carrément son partenaire en disant. Ça peut être parfois un des dyspareunies également post-coïtales, ça fait partie des choses. Et donc il faut savoir rechercher cette notion de dyspareunie profonde, une dyspareunie d'intromission. C'est pas lié à de l'endométriose, en tout cas très peu probablement. Or, les douleurs à la défécation. Alors, les femmes qui ont de l'endométriose vont arriver très souvent avec tout un tas de cortège de symptômes digestifs, en particulier tout ce qui est le côlon irritable. Donc, elles vont vous dire, ah ben oui, pendant les règles, j'ai des problèmes intestinaux, je me sens ballonné, j'ai des diarrhées. Ben oui, on sait que c'est normal. Pratiquement toutes les femmes savent que leur transit est accéléré pendant les règles. Donc, c'est pas ça la douleur spécifique liée à l'endométriose, c'est vraiment des douleurs défécatoires, des douleurs à type de ténesme, d'épreinte, de faux besoins, d'être obligé de pousser, de ne plus arriver à avoir une défécation normale. Et même chose pour la dysurie. Alors classiquement, l'endométriose vésicale, ça peut s'accompagner d'une hématurie cataméniale et de brûlures mictionnelles. Là aussi, c'est pas toujours facile parce que les femmes qui ont de l'endométriose vont arriver aussi avec souvent des symptômes de cystite interstitielle. Ça va être difficile de faire un petit peu la part des choses. Et l'infertilité, on considère qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ont une infertilité, qui ont une endométriose, je dirais 30, 50%, 51, 40, voilà. Diapositive suivante. Alors, que faire? Quand on suspecte une endométriose, les premières choses, quand on suspecte un interrogatoire, c'est l'examen clinique. Alors, l'examen clinique, c'est l'examen au spéculum, en sachant que l'examen au spéculum, on ne va pas rechercher d'atteinte du col, puisqu'en général, il y a des endométrioses cervicales, mais c'est plutôt rare. Mais ce qu'on va chercher, c'est une endométriose qui transfixie le cul-de-sac vaginal, en particulier postérieur. Et donc, le spéculum, il faut le placer un petit peu différemment. Et il faut faire les touchés. Alors, vous savez qu'il y a toute une polémique autour des touchés, en particulier des touchés rectaux qui ont été faits. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est accompagné d'un discours, bien expliqué pourquoi on le fait. Et c'est vrai que c'est un élément important. Et ce toucher orienté va permettre de retrouver un pelvis qui va... Très souvent, dans les endométrioses pelviennes, vous avez un pelvis qui est bloqué, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui bouge. Il n'y a plus rien qui bouge. Mais certaines fois, vous allez retrouver un nodule, un nodule en particulier au niveau d'un ligament hétérosacré. Et donc, cet examen clinique est une échographie. C'est une échographie pelvienne. Et si jamais à l'échographie pelvienne on retrouve un endométriome, c'est-à-dire un kyste endométriosique, systématiquement vous devez rechercher une endométriose profonde associée. Et ça va être l'IRM. Important, pas de place pour le CA125. CA125, c'est un marqueur qui peut être augmenté dans l'endométriose, mais qui n'a pas d'intérêt en pratique routinière. Ça va juste inquiéter les femmes parce qu'elles vont regarder sur Internet et vont dire « ça y est, j'ai un cancer de l'ovaire, c'est pas de l'endométriose ». Aucun intérêt. Je vous rappelle que le CA125 n'est pas spécifique. Le CA125, c'est intéressant quand on a un cancer de l'ovaire pour suivre en post-thérapeutique, sinon ça n'a pas d'intérêt dans le dépistage. Puis aussi, on se dit souvent l'endométriose digestive, on va faire une colonoscopie. Très mauvaise idée, ça ne montre quasiment jamais. On peut voir parfois des nodules transfixiants, mais la plupart du temps, même si vous avez une endométriose qui prend très largement à la paroi, votre gastro-entérologue, aussi bon soit-il, ne va pas visualiser la lésion. Diapositive suivante. Donc ça, je vous ai mis ici un examen au spéculum. Vous voyez, ici, on a le col. Puis ici, c'est une lésion d'endométriose qui est donc bien visible si on la recherche et si on le sait la rechercher. Diapositive suivante. Donc ça, c'est des échographies que je tire en consultation, de routine, de routine. Donc là, il y a un corps jaune, ça c'est un endométriome, donc c'est pas la même chose. Un autre endométriome, ça c'est un gros nodule vésical, vous voyez, qui envahit massivement la vessie. Et ici, c'est un nodule de la cloison recto-vaginale. Donc,
Quand on recherche, hein, quand on commence à rechercher de l'endométriose, en particulier de l'endométriose profonde, on va pouvoir la mettre en évidence, alors qu'au départ, on a appris ça un petit peu sur le tas. Et puis ce qu'on regarde aussi souvent, c'est ce qu'on appelle les sliding tests, hein, c'est-à-dire en bougeant la sonde, est-ce qu'on arrive à mobiliser, hein, le rectum qui est ici, hein, de la face postérieure de l'utérus, et même chose en antérieur. Diapositive suivante. Or, en deuxième intention, très clairement, c'est l'IRM. Hein, quand on suspecte une endométriose profonde, quand il y a un endométriome, il faut faire l'IRM. Souvent, si on a des nodules un petit peu latéraux, on va faire une uro-IRM, et puis parfois des entéroscanners, échographie endo-anale. Ça, c'est plus pour préciser la stratégie chirurgicale, si on envisage de la chirurgie, pour voir est-ce qu'il y a des résections digestives, est-ce qu'il y en a une, est-ce qu'il y en a deux, etc. Diapositive suivante. Donc juste ici, vous voyez, sans être un grand radiologue, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vessie. Hein. Donc ça, c'est une endométriose vésicale qui est majeure. Hein. Diapositive suivante. Et puis là, donc cet utérus, hein, pubis qui est là, sacrum coccyx qui est là, le vagin qui est ici, l'utérus qui est rétroversé, rétrofléchi. Et là, cet énorme nodule, hein, d'endométriose, hein, qui envahit massivement la charnière rectosigmoïdienne. Diapositive suivante. Alors, est-ce qu'il y a une place pour la célioscopie diagnostique? Alors, la célioscopie diagnostique est inutile si on a une imagerie caractéristique. C'est un grade B, donc c'est un grade quand même qui est assez fort dans les recommandations. Donc, vous avez un endométriome, vous n'avez pas besoin de faire une célioscopie, vous avez une image typique d'endométriose, vous n'avez pas besoin de faire une célioscopie pour confirmer le diagnostic d'endométriose. Ça peut être proposé si suspicion clinique et imagerie négative, c'est un grade C. Hein. Si vous avez une suspicion vraiment clinique d'endométriose, une imagerie qui est négative, vous êtes en droit de proposer une célioscopie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de dire qu'une célioscopie diagnostique négative, ça élimine le diagnostic d'endométriose. Hein, parce que très souvent, il y a des patientes qui arrivent, ah oui, mais j'ai une céliome, mais je suis sûr, j'ai de l'endométriose. S'il n'y avait pas d'endométriose à la célioscopie, il n'y a pas d'endométriose. Hein. On peut être assez clair là-dessus en disant, non, on ne va pas refaire une célioscopie, on ne va pas refaire une IRM, etc. Diapositive suivante. Alors, est-ce qu'il y a un test de dépistage? Oui. La réponse est oui, c'est Endotest. Alors, Endotest, société Ziwig, qui est une start-up lyonnaise. Je vous rappelle que la RPC avait dit que le dépistage n'était pas recommandé en population générale. Donc, c'est un test de dépistage salivaire par détection des micro-ARN, hein, qui seraient surexprimés dans la maladie. C'est une publication qui est récente, hein, c'est de cette année, hein, dans le journal Clinical Medicine, 200 femmes. Cette étude, elle a des grosses limites méthodologiques. Par exemple, le profil, hein, il y a des gens qui ont regardé le profil des micro-ARN qui étaient ressortis, c'était le même que les Crohn, par exemple. Donc, et surtout, ça a été fait sur une population malade, mais ça n'a pas été testé du tout sur une population générale. Hein, c'était testé uniquement chez des patientes qui souffraient d'endométriose sévère. Donc, dire que ça, en faire un test de dépistage juste à partir de ça, hein, alors que c'est prometteur, c'est à tester, mais moi, pour l'instant, je ne vous le conseille pas de le proposer. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est quelque chose qui a été médiatisé. Hein, qui a été médiatisé par la société, qui, bien sûr, commercialise son test, et puis commercialisé par les associations, médiatisé aussi par les associations de patientes qui ont dit c'est super, on a une méthode de dépistage, on va pouvoir faire ça beaucoup plus tôt, on va pouvoir faire ça en population générale. Je ne pense pas que ça soit encore si simple. En tout cas, pour l'instant, c'est prématuré, je pense, de proposer ce test. Diapositive suivante. Alors, comment traiter? Alors, la lutte contre la douleur, j'en parlerai pas, la prise en charge de l'infertilité, puis je vous dirai juste quelques mots sur les traitements médicamenteux et puis les traitements, très rapidement, sur les traitements chirurgicaux. Diapositive suivante. Alors le traitement, idéalement, c'est l'aménorrhée thérapeutique. Hein, ce qu'on veut, c'est que les femmes soient en aménorrhée. Si elles sont en aménorrhée, elles n'ont plus de variations cycliques, hein, des œstrogènes. Et c'est vraiment ce que l'on veut. Et pour ça, vous voyez qu'on a tout un tas de
tout un tas de traitements, hein, les microprogestatifs. Alors je vous ai mis des ogestrels, c'est Razette Optimisette, le Dienogest, c'est Dimétrom entre autres, et puis il y a la drospérinone. La drospérinone, elle est intéressante parce qu'elle a une propriété anti-androgénique. Donc la plupart des progestatifs là vont avoir donné des boutons, etc. Là c'est un petit peu l'inverse. Elle est quand même bien supportée, mais elle n'est pas remboursée. Elle n'est pas remboursée, c'est son principal obstacle. Je sais qu'il y en a ici sur le territoire. Je ne sais pas combien elle coûte. Je sais qu'en métropole, c'est de l'ordre de 35 € par mois, me semble-t-il, ou quelque chose comme ça. Mais ici, je ne sais pas. Alors, la pilule, ça marche aussi. Alors, la pilule, on peut très bien la prescrire en discontinu. En termes de niveau de preuve sur les douleurs, ça marche aussi bien, ce que nous disent les études, c'est que ça marche aussi bien en continu qu'en discontinu. Moi, j'aurais tendance à dire quand même que les femmes préfèrent souvent, quand elles sont en aménorrhée, le problème c'est que quand il y a des saignements, tous ces traitements-là, en particulier microprogestatifs, peuvent donner des saignements. Et les saignements vont être assimilés à des règles et très souvent on va avoir des phénomènes douloureux pendant ces saignements. Alors, les œstroprogestatifs marchent bien. On peut les donner 2 ou 3 mois en continu. Si vous les donnez trop longtemps, si vous donnez une pilule, si vous la donnez Lilou en continu, à un moment donné, votre femme va saigner. Et ça n'ira pas. Donc, mon conseil, par exemple, c'est de dire, vous allez aller à prendre 3 mois en continu, et puis après, vous faites une pause de 4 jours, et puis vous reprenez, par exemple. Alors, le stérilet, le DIU au lévonorgestrel, ça marche bien. Donc, c'est le Mirena. C'est le Mirena, ça marche bien. Alors, toutes les études montrent que ça marche bien dans l'endométriose, mais je pense que ça marche bien dans l'endométriose parce que ça marche sur l'adénomyose. Et comme il y a une femme sur 2 qui a de l'endométriose, a de l'adénomyose associée, forcément, vous allez être efficace sur la composante adénomyomateuse. Mais on sait qu'à côté de ça, le stériléo-lévonorgestrel, il y a une hyperœstrogénie relative, donc c'est pas très logique quelque part, mais c'est logique que ça marche sur la composante de l'adénomyose. Les analogues, alors les analogues, on les prescrit en préopératoire, mais pas toujours. Certaines fois, chez certaines femmes, par exemple, qui ne veulent pas, qui ont une endométriose extrêmement sévère, récidivante, il nous arrive de les prescrire au long cours. Je vous rappelle que quand on prescrit des analogues, on peut donner de l'adbacthérapie. Pendant très longtemps, on ne donnait pas l'adbacthérapie. L'adbacthérapie, c'est quoi? C'est donner des œstrogènes. Parce que si vous donnez des analogues, vous allez avoir une hypoœstrogénie qui est très profonde, avec des bouffées de chaleur, une sécheresse vaginale, un inconfort, un état dépressif, etc. En donnant des petites doses d'œstrogène, vous donnez de l'œstrodose, une pulvérisation par jour, vous allez remonter, mais pas suffisamment pour stimuler l'endométriose, mais suffisamment pour améliorer le confort de votre patient. Et puis, je pense qu'il n'y a plus de place pour les macroprogestatifs du fait du risque de méningiome. C'est clairement, vous savez qu'avec l'utéran, l'uténil, etc., vous avez un méningiome. La première question, si vous êtes une femme, la première question que vous pose le neurochirurgien, c'est est-ce que vous avez pris du lutéran, est-ce que vous avez pris du luténil? Et en plus, la réponse sera très souvent oui. Et donc, c'est un facteur de risque important de méningiome. Donc, je crois que les macroprogestatifs ont vécu. On en a prescrit. J'en ai prescrit, beaucoup. Mais je crois que il n'y a plus de place. D'autant plus qu'on a quand même des alternatives qui sont ici, qui tiennent la route. Diapositive suivante. Donc, je vous ai mis les RPC. Endométriose douloureuse, traitement médicamenteux hors de grossesse, donc c'est œstroprogestatif continu ou discontinu, ou donc le stérilet au lévonorgestrel, où je dois dire que je prescris donc œstroprogestatif continu ou discontinu, et puis je prescris volontiers également les microprogestatifs. Diapositive suivante. Chez la femme qui a été opérée d'une endométriose, très clairement, il y a un intérêt à la mettre en aménorrhée thérapeutique. Alors, le gros problème avec ces aménorrhées thérapeutiques, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a une diabolisation des hormones, comme il y a une diabolisation des vaccins, d'une manière générale. On a cette diabolisation des hormones.
Et j'explique régulièrement aux patientes qui ont un discours anti-hormones que finalement elles sont en train de se tirer une balle dans le pied parce que être contre les hormones, c'est être contre les femmes. Et donc être contre... Enfin, c'est vraiment mon sentiment, vraiment mon sentiment. Et que leurs grands-mères se sont battues pour avoir droit à l'accès aux hormones et qu'il ne faut pas les diaboliser. Il faudrait plus diaboliser, vous savez, les graisses d'origine animale que les hormones, par exemple, dans la survenue du risque de cancer du sein. Diapositive suivante. L'endométriose de l'adolescente, donc c'est vraiment, il faut privilégier la pilule, il faut rester simple. Vous avez une jeune femme qui vient pour une suspicion d'endométriose, et vous lui prescrivez la pilule. Je crois qu'il faut vraiment rester assez basique là-dessus. On peut donner les microprogestatifs. Par pitié, pas d'analogue chez les adolescentes. Vous savez que c'est un moment où se constitue la masse osseuse, et donc le fait de donner des analogues chez une adolescente, ça va casser sa masse osseuse et c'est quelque chose qui est vraiment pas bon pour l'avenir. Diapositive suivante. Alors juste quelques mots sur la chirurgie. La chirurgie, c'est parfois difficile, c'est à risque de complications parfois sévères. Dans les endométrioses profondes, de la cloison rectovaginale, vous voyez qu'on a parfois des rétentions urinaires, des femmes qui n'arrivent plus, qui sont obligées de faire des autosondages parfois à vie. On a des fistules rectovaginales, on a des péritonites, on a des stomies, des choses pas très sympathiques. On a des grosses complications. Ce que l'on sait maintenant de manière parfaitement claire, c'est que la kystectomie, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Pendant longtemps, il y avait un endométriome, on opérait. Comme les endométriomes, ça récidive à peu près une fois sur 3, une fois sur 4, on les repérait. Et puis après, à un moment donné, l'ovaire, il tombait tout seul. La 5e fois qu'on opérait, il n'y avait plus d'ovaire, il tombait vraiment tout seul. Et donc, le plus souvent, vous voyez... C'est une chirurgie que j'aime bien, c'est une chirurgie qui est passionnante, mais vraiment, on est de plus en plus sur le frein pour opérer les endométrioses. Et le jour où on ne pourra plus les opérer, on ne les opérera plus. Si l'endométriose était un cancer, si vous voulez, on ne les opérait pas. Enfin, vous voyez, parce que la chirurgie de l'endométriose est plus difficile que le cancer, parce que quand ça s'étend comme ça un petit peu partout, ces cancers-là, on ne les opère pas. On les traite par chimiothérapie, on les traite par radiothérapie, mais on ne les opère pas. Diapositive suivante. Alors ce qui est vrai, c'est que la chirurgie, ça peut rendre service pour les douleurs. Et chez les patientes infertiles, ça pourrait augmenter les chances de grossesse spontanée, mais en cas d'endométriose légère. Diapositive suivante. Par contre, chez la femme douloureuse, très clairement, c'est efficace. C'est sans doute plus efficace que le traitement médical seul, mais c'est moins efficace que le traitement médical plus chirurgical. Donc on revient toujours à l'idée d'associer. Quand on opère ces femmes, on les met quand même sous traitement. Et, je ne sais pas si tu parleras, Marie, des syndromes de sensibilisation, mais je pense un petit peu. Donc, chez les femmes qui ont des douleurs pelviennes chroniques, mon conseil, c'est de chercher ce qu'on appelle un syndrome de sensibilisation. Et chez ces femmes-là, vous avez un score de convergence, mais ces femmes-là, c'est vrai qu'on va les opérer toujours avec extrêmement de précaution, parce que vous dites à la dame, il y a un nodule de la cloison rectovaginale, c'est pour ça que vous avez mal, et puis la femme, elle revient 3 mois après, c'est pire. Elle a plus mal, il y a un phénomène d'acutisation, de généralisation de la douleur. Et c'est une chirurgie à risque, on en a parlé. Diapositive suivante. Alors, pour les endométrioses pelviennes sévères, c'est l'efficace. Pour le désir de grossesse, l'efficacité de la chirurgie n'est pas démontrée. Donc, il faut faire de la FIV. Et puis, je l'ai redit, impact délétère sur la réserve ovarienne des kystectomies. Donc, moi, j'avais pas mal travaillé sur la place majeure de la FIV et préservation de la fertilité. Clotilde va vous en parler. Moi, j'avais pas mal travaillé sur la sclérothérapie à l'éthanol. Diapositive suivante. Donc c'est simplement, vous voyez, par ponction transvaginale éco-guidée, on va ponctionner l'endométriome, on va l'aspirer et on va mettre de l'alcool dedans.
pour détruire le stroma endométrial, et puis donc permettre ainsi de traiter le kyste en étant beaucoup moins agressif sur la réserve ovarienne. La réserve ovarienne, ça va être pour nous la possibilité en fertilité de stimuler l'ovaire. Diapositive suivante. Or, compte référé, parce que si vous avez, je crois que compte référé, c'est l'échec du traitement médical bien conduit. Si vous avez une infertilité qui est associée, s'il y a une endométriose, s'il y a une compression urétérale. C'est vraiment à ce moment-là, si vous voulez, qu'il ne faut pas hésiter à passer la main et à référer. Diapositive suivante. Donc vous l'avez compris, un problème de santé publique, un retard diagnostique, l'importance de l'interrogatoire, c'est vraiment de là que tout part, de l'examen clinique, de l'échographie, de l'IRM. Et puis les traitements chirurgicaux souvent en deuxième intention, et puis un parcours de soins qui est vraiment important pour que ces femmes soient prises en charge dans leur globalité entre les différents spécialistes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais commencer pendant que ça s'affiche. Donc moi je suis Marie Le Poupée, je suis le nouveau médecin du centre antidouleur. Je remplace... Dans le micro, c'est mieux. Donc, je suis le nouveau médecin du centre antidouleur. Je remplace le docteur Brun qui nous quitte à la fin de l'année. Et on m'a demandé donc de parler de l'endométriose. Moi, je ne suis pas gynécologue de formation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment parler des patientes douloureuses que vous voyez, que nous, on voit en consultation. Et c'est de montrer l'intérêt. Alors, Olivier a bien montré la place de la douleur chez ces patientes-là et l'intérêt effectivement d'un parcours de soins coordonné, d'une filière chez ces patientes-là, parce qu'en fait tout seul on n'arrive à pas grand-chose et c'est bien de pouvoir être à plusieurs. Donc l'endométriose, on va voir, c'est effectivement une maladie chronique, c'est pas une maladie grave, mais c'est une maladie qui va rester. C'est une maladie chronique qui va générer des crises douloureuses aiguës qui sont plus ou moins prévisibles en fonction des cycles, qui peut générer des troubles fonctionnels, parfois, voire souvent, on verra un peu pourquoi, qui peut donner des lombalgies et qui peut donner des douleurs post-opératoires quand les patientes ont été opérées, réopérées, et tout ça en fait... Donc j'avais remis, il y a 70% des femmes avec une endométriose qui ont des douleurs chroniques invalidantes, donc c'est quand même une population importante. Et en fait, tout ce qu'on vient de lister là, ça génère, ce sont des facteurs de chronicisation de la douleur en fait. C'est pour ça que l'endométriose, c'est un syndrome douloureux chronique. C'est parce que c'est une maladie qui dure, parce qu'il y a des crises aiguës répétées, parce qu'il y a des signes associés. Et parce qu'en plus, il ajoute des douleurs post-opératoires. Je crois que c'est la diapo juste après. Voilà. C'est donc un syndrome douloureux chronique. Et c'est là que la prise en charge de la douleur, elle est foncièrement différente des patients qui souffrent de douleurs aiguës. Parce que ces patientes-là, c'est ce qu'on va voir, elles nécessitent du temps, elles nécessitent... une attention particulière, elle nécessite des techniques autres que des médicaments, elle nécessite des professionnels, elle nécessite un parcours de soins coordonné et de la pluridisciplinarité. On va revoir les choses les unes après les autres. Donc on l'a dit, c'est une maladie chronique qu'on traite comme un syndrome douloureux chronique, surtout évidemment à la place où je suis. Et du coup, ces patientes, elles nécessitent une évaluation très globale dans leur douleur, une évaluation qui prend du temps, une évaluation qui va commencer par l'histoire de leur maladie. On l'a vu, c'est 7 ans effectivement pour diagnostiquer la maladie, avec parfois une errance, des vraies difficultés dans le parcours pour ces patientes-là. Et ça, il va falloir qu'on le reprenne avec elles, qu'on puisse expliquer. Elles ont eu parfois de la chirurgie, parfois elles aimeraient avoir de la chirurgie parce qu'elles ont entendu que c'était mieux et qu'il faut en avoir. Elles ont parfois un suivi en cours, parfois plus parce qu'elles n'ont plus du tout confiance en le corps médical et du coup elles ne veulent plus voir personne. Et ça, c'est des choses qu'on va pouvoir reprendre avec elles et qu'on va pouvoir expliquer, expliciter et
et ça va faire partie intégrante de la femme qu'on a en face de nous à la consultation. Oui. On va chercher dans l'histoire de la patiente ce qui peut aussi expliquer que ce soit aussi difficile pour elle. Tout ça, ça va dépendre de l'âge qu'a la patiente au moment où elle nous consulte, de l'âge à laquelle ont commencé ses douleurs. Est-ce que c'était, on l'a vu, à l'adolescence? Est-ce que c'est arrivé après? Est-ce que son diagnostic d'endométriose est intervenu dans le cadre d'un bilan de fertilité ou pas? Ça va changer un peu ses attentes aussi. Est-ce qu'il y a des traumatismes associés? Traumatisme au sens très large du terme. Est-ce que c'était traumatisant? Olivier en a parlé tout à l'heure. Est-ce que les premières règles ont été traumatisantes? Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux qui ont empêché qui ont traumatisé ces femmes-là? Et est-ce qu'il y a eu des traumatismes sexuels aussi? Parce qu'effectivement, il faudra aller chercher ça. Oui. Et dans l'évaluation de ce syndrome douloureux chronique, on va effectivement aller chercher l'évaluation du retentissement de ces douleurs chroniques chez la femme. Ça maintenant, toutes les recos le disent bien. Pour évaluer la douleur de ces patientes-là, on évalue leur qualité de vie. On évalue comment elles se sentent, quel est leur confort au quotidien, comment elles se sentent physiquement dans leur corps, est-ce qu'elles arrivent à sortir, etc. Il y a plusieurs échelles qui ont été validées. Il y a le EHP30, c'est Endometriose Health Profile 30, c'est 30 questions. Ne me demandez pas pourquoi la version simplifiée, ça s'appelle EHP5, mais c'est 11 questions. Et le SF36, c'est une échelle de qualité de vie qui est plus générique, qui n'est pas spécifique de l'endométriose, mais qu'on utilise pas mal en pratique clinique, parce qu'elle est assez intuitive. Et ça permet vraiment d'évaluer de façon très globale l'efficacité des traitements médicamenteux et non médicamenteux que vous allez pouvoir proposer à vos patientes. On va effectivement évaluer le retentissement professionnel ou scolaire. Ça, c'est le nombre d'arrêts de travail, l'absentéisme quand c'est à l'école, l'impact sur les résultats scolaires quand c'est chez les adolescentes, etc. L'impact sur la carrière professionnelle, etc. Le retentissement social, c'est des femmes qui clairement vous disent une semaine par mois, je ne sors pas de chez moi, je ne prévois rien, je ne peux plus rien faire. L'impact financier en lien avec le travail, où je peux pas. On a aussi beaucoup de femmes qui viennent en disant mais moi je peux pas chercher du travail parce que je sais que mon employeur il acceptera pas que je sois pas là tant de jours par mois. Donc tout ça c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte. L'impact psychologique aussi. Bon, là on utilise une échelle parmi tant d'autres mais qui est assez aussi simple à utiliser, qui évalue l'anxiété et la dépression. Et l'impact sur la sexualité. On ne le questionne pas beaucoup, c'est le truc qui d'ailleurs arrive en dernier dans mon diaporama, mais en fait, ces femmes-là, elles ont quand même aussi vraiment besoin d'avoir un espace où on puisse discuter de comment elles se sentent dans leur sexualité, si elles ont des douleurs, pas, si elles ont des saignements en continu, c'est plus compliqué, si elles peuvent pas vivre normalement, c'est compliqué. Et ça aussi, c'est vraiment la différence entre comment je gère la douleur aiguë au quotidien et comment je gère ce qu'elle génère chez moi dans la vie de tous les jours, quoi. Oui. Donc on l'a dit, c'est un syndrome douloureux chronique, mais il y a quand même toujours ces crises douloureuses aiguës qui peuvent arriver. Et ça, ça génère chez les femmes la gestion des périodes menstruelles. Alors quand effectivement elles ont un traitement qui les met en aménorrhée thérapeutique, elles se posent moins de questions, mais elles ont parfois les micro-saignements, ça peut quand même arriver. Elles sont dans l'anticipation anxieuse de comment vont se passer les prochaines règles. Et ça, c'est des choses qu'il va falloir qu'on travaille avec elles, dans l'appréhension, dans l'anticipation. Et puis, on l'a dit, le retentissement professionnel ou scolaire, il est primordial. C'est pour ça que c'est un problème de santé publique, on l'a dit. C'est pour ça qu'il faut qu'on puisse aider ces femmes. Et c'est pour ça aussi qu'il faut que ce soit reconnu, parce que ça permet d'avancer, et pour elles, et pour les professionnels, nous, qui les aidons. Ça donne des crises douloureuses aiguës. Alors, ça donne effectivement des troubles fonctionnels, digestifs, urinaires.
Olivier on a parlé. Il n'y a pas forcément... Il y a toute la partie... En physiopathologie, soit il y a des lésions d'endométriose au niveau digestif, au niveau urinaire, et là on l'explique presque physiopathologiquement. Les troubles fonctionnels, ils peuvent aussi exister, alors même qu'il n'y a pas de lésions d'endométriose. Et ça, c'est parfois difficile à comprendre pour les femmes, parce qu'en fait, ce qu'il se passe, c'est que la douleur dans l'endométriose, c'est vraiment une irritabilité, toutes les fibres nerveuses qu'on a au niveau du bassin, dans le péritoine, etc. Cette douleur en elle-même, elle va créer une immobilité tissulaire totale qui va amplifier de manière loco-régionale tout ce qui se passe au niveau du bassin. Et l'immobilité des tissus digestifs, des tissus urinaires, des tissus ligamentaires, musculaires, elle va donner ces troubles fonctionnels, elle va donner ces lombalgies associées aussi. Et ça, il va falloir l'entendre parce que c'est pas forcément corrélé à la sévérité de l'endométriose des femmes qu'on voit. Et elles sont aussi gênées par ces signes-là. Ça va venir exacerber ce qui se passe pour elles. Les lombalgies, c'est le même phénomène et c'est aussi là où il y a cette immobilité tissulaire, elle vient vraiment, c'est là où les thérapies manuelles prennent toute leur place en fait, parce que du coup, ces lombalgies, elles sont soit dues à des difficultés ligamentaires, musculaires, secondaires aux lésions d'endométriose, soit elles sont dues à des postures réactionnelles, à des positions antalgiques, à des contractures paravertébrales. Et ça, il faut y penser aussi parce que si on ne prend pas chaque petite chose les unes après les autres, on est moins efficace. Et puis on l'a dit, il y a les douleurs post-opératoires. Et c'est vrai que la chirurgie peut aider chez ces femmes douloureuses, mais il ne faut pas oublier qu'on opère des patientes douloureuses chroniques, donc qui ont déjà des douleurs avant, qui ont des attentes souvent énormes de la chirurgie, qui sont à risque de complications post-opératoires, parce qu'en plus on l'a vu, Olivier l'a bien dit, c'est pas des chirurgies anodines, du coup elles peuvent vraiment avoir après aussi les douleurs post-opératoires. Donc c'est vrai qu'on est assez prudent quand c'est une patiente qu'on suit déjà, par exemple, au sein du centre antidouleur. C'est des chirurgies qu'on va plutôt essayer de préparer, d'anticiper, d'accompagner. Ça nous arrive vraiment de dire aux femmes, venez nous voir avant, qu'on puisse leur donner des armes, leur donner des clés pour gérer et les attentes par rapport à la chirurgie et les douleurs post-opératoires après. Voilà, donc quand on a dit ça, on a vu qu'il y avait des crises, il y avait toute une maladie chronique à prendre en compte, des crises douloureuses à gérer, des crises douloureuses aiguës à gérer pour la femme, un ensemble de signes douloureux à côté, en lien avec les troubles fonctionnels, les lombalgies, la chronicisation de cette douleur, c'est-à-dire que le cerveau va vraiment moduler le vécu des femmes par rapport à ces douleurs-là. Donc, plus elles sont douloureuses, plus les crises douloureuses sont répétées, plus elles vont être sensibilisées, on a parlé, plus les douleurs vont être de plus en plus importantes, plus elles vont s'en souvenir, plus elles vont avoir peur, plus elles vont... Et tout ça, il va falloir l'accompagner parce que c'est la réalité, les douleurs ne sont pas dans leur tête, mais le cerveau module l'information complètement différemment que dans la douleur aiguë, et ça, il faut pouvoir l'entendre. Il faut pouvoir l'accompagner et ça prend du temps. Et il faut mieux être à plusieurs. Et c'est ce qu'on va essayer de proposer, nous, au centre antidouleur. Ça commence par, effectivement, une évaluation globale médicale qui va permettre de reprendre le diagnostic dans son ensemble, on a vu l'histoire de la maladie. Alors souvent, les explications sur le diagnostic, elles l'ont bien eu, puisque nous, elles arrivent, elles ont le diagnostic. Elles ont été bien conseillées, on leur a expliqué pourquoi, etc. Donc ça va. Ce que nous, on prend beaucoup de temps à expliquer, c'est les mécanismes de la douleur et pourquoi la douleur, elle s'est chronicisée. Pourquoi elles ont de plus en plus mal. Pourquoi les crises, pourquoi même si elles ont plus de règles, elles ont quand même mal. Pourquoi est-ce que tel ou tel médicament, ça marche pas aussi.
Pourquoi est-ce que maintenant les anti-inflammatoires ça marche pas? Pourquoi est-ce que même on a essayé la morphine et ça marche pas non plus? Tout ça, c'est des choses qu'on va expliquer. On va pouvoir expliquer l'innervation péritonéale, les douleurs neuropathiques en lien, parce que c'est ça en fait qui se passe, c'est tout ce qui se passe au niveau du bassin, c'est vraiment par irritation des fibres nerveuses, par on l'a dit, par l'immobilité qui se passe, par l'amplification de tout ça, et par le cerveau qui gère de moins bien en moins bien au fur et à mesure du temps, qui module différemment, qui rend les choses plus difficiles. Et on va aussi orienter sur le retentissement, parce que c'est ça aussi, c'est de dire comment est-ce qu'on va pouvoir gérer au quotidien les douleurs et comment vous allez réussir à les mettre à conjuguer au quotidien avec vos douleurs. Donc ça, on va en passer beaucoup de temps là-dessus. On réorientera évidemment si c'est pas le cas, parce qu'on l'a vu, on a des femmes qui arrivent qui n'ont plus de suivi parce qu'elles n'ont plus confiance. Donc on pourra effectivement réorienter vers le gynécologue, discuter une imagerie, orienter vers le centre de PMA si c'est nécessaire, si elle a l'âge, si elle l'aborde, si elle n'y a pas du tout pensé et que nous, on va y penser pour elle. Et on a vu, il va falloir évaluer le retentissement parce qu'en fait, ce qui va nous guider beaucoup pour savoir si nos traitements sont efficaces ou pas, c'est quel est le retentissement pour elle dans sa vie. Alors, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme traitement médicamenteux? En vrai, c'est pour ça qu'on est plusieurs, parce que le traitement médicamenteux, c'est pas ce qui nous aide le plus. Les anti-inflammatoires, en fait, ils marchent uniquement au moment... La phase inflammatoire, c'est uniquement quand il y a des saignements. Donc, en fait, ils n'ont de sens qu'au moment des saignements. Et évidemment, du coup, si pas de saignement... ils n'ont pas leur place et c'est de toute façon, et ça je vous apprends rien, un traitement qu'on va éviter de donner au long cours. Donc ça va faire partie des choses dont on va essayer de se passer ou de rendre les choses de manière très ponctuelle. L'idéal, c'est la femme qui effectivement cible exactement à quel moment elle peut avoir besoin de ces anti-inflammatoires ou pas. Évidemment, quand on parle de douloureux chroniques, je suis obligée d'écrire éviter les opioïdes forts, parce que comme tout douloureux chronique, il faut mieux éviter de passer à ce stade-là. Alors parfois, on n'a pas le choix. Parfois, on en a besoin. Parfois, on s'en sert comme béquille pour passer un cap, pour justement permettre de laisser souffler ces femmes qui arrivent après des années de diagnostic, qui sont douloureuses, qui n'en peuvent plus, qui sont complètement au bout du rouleau, et pour leur montrer que finalement, il y a quand même des choses qui sont possibles. On n'a pas le choix, mais c'est vrai que vraiment c'est la thérapeutique à éviter parce que finalement, premièrement, ça répond pas au mécanisme de la douleur et les conséquences sont plutôt le rapport bénéfice-risque c'est vraiment pas en faveur. On a parlé des troubles fonctionnels digestifs, on va venir encore majorer ça. Finalement, on se rend compte qu'on leur rend pas service. Éventuellement, on va leur prescrire un traitement pour les douleurs neuropathiques et c'est finalement dans la physiopathologie des douleurs, dans l'irritabilité des fibres nerveuses vraiment loco-régionales, dans la sensibilisation de ces femmes-là. Le meilleur traitement, finalement, ce sont les traitements pour les douleurs neuropathiques. J'ai pas développé là, on aura peut-être l'occasion d'en reparler après. C'est ou des antiépileptiques ou des antidépresseurs qu'on choisit en fonction de la tolérance. L'antidépresseur nous aide pas mal quand effectivement il y a un retentissement psychologique important. Ça permet d'avoir la double efficacité. Voilà. Je n'ai pas beaucoup plus développé. Après, ce qu'on peut proposer aux femmes et ce qui est dans toutes les recommandations maintenant, c'est l'ensemble des techniques non médicamenteuses qu'on va pouvoir associer pour pouvoir permettre à la femme de gérer ses douleurs dans son quotidien. En premier, en fait, elles sont listées comme ça. Il y a celles qu'on peut faire au centre antidouleur, celles pour lesquelles on va envoyer les patientes en libéral. L'ordre a finalement peu d'importance parce que ça sera vraiment en fonction de l'histoire que nous aurons racontée
que nous aura rencontré cette femme, de comment elle en est dans son parcours et de ce dont elle a besoin pour elle, ce qui l'handicape le plus, ce qui va être ce qui va être le moins contraignant possible dans son quotidien, etc. Donc il y a en vrac la neurostimulation transcutanée, l'hypnose, avec l'apprentissage des techniques d'auto-hypnose qui les aident pas mal à gérer justement l'anticipation anxieuse des crises qui arrivent, ou le retentissement professionnel, ou de pouvoir s'approprier les douleurs, la musicothérapie, la psychobioacupressure. On a dit il y a les thérapies manuelles comme l'ostéopathie, la kinésithérapie, la kiné viscérale ou la kiné qui permet de maintenir une activité physique, les massages, les reprises d'activité, tout ça on l'a vu sur la partie vraiment immobilité tissulaire, la mésothérapie, l'acupuncture. Et puis on peut pas ne pas parler du soutien psychologique parce qu'effectivement, quand on a vu leur histoire, on a vu que c'était parfois compliqué. On a vu que elles avaient aussi le besoin qu'on n'oublie pas ce retentissement psychologique. Et ça les aide beaucoup. On les orientera vers d'autres intervenants qu'on n'a pas forcément au centre antidouleur, mais auxquels il va falloir penser. La médecine du travail, parce que du coup... les arrêts de travail à répétition, l'assistante sociale, la diététicienne. Alors effectivement, dans les recos, il n'y a pas de régime alimentaire à proprement parler qui est plus validé qu'un autre. Par contre, on a vu, elles ont des troubles fonctionnels, elles ont des difficultés. Donc ça peut avoir un vrai intérêt. Sexologue, kinésithérapeute, les techniques de méditation, de sophrologie, et parfois quand l'impact psychologique est vraiment majeur, on n'hésitera pas à les orienter vers un psychiatre parce que comme tout syndrome douloureux chronique d'ailleurs, on peut en avoir besoin. Donc ça c'est un schéma que j'avais repris qui je trouve reprend assez bien et qui va clôturer mon propos aussi sur l'intérêt de pouvoir tous communiquer les uns aux autres pour qu'on puisse coordonner un peu ce parcours-là, qu'on puisse réfléchir à une filière, à quelque chose qui soit construit, que les femmes puissent avoir accès à l'ensemble des professionnels de manière adaptée en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs histoires. Je crois qu'après, j'ai rajouté juste que, à la fin de mon propos, ça semble logique, mais que la sévérité de l'endométriose, elle n'est pas corrélée à l'intensité des douleurs. C'est-à-dire que ça aussi, on passe beaucoup de temps à expliquer aux femmes qui viennent et qui sont très gênées, avec un retentissement majeur. Elles viennent presque déçues que le diagnostic d'endométriose, ça soit une endométriose légère ou pas une atteinte pas très importante. Mais il n'y a pas de corrélation. Il n'y a pas de corrélation avec la localisation des lésions. Il n'y a pas de corrélation. Donc ça, ça permet de leur réexpliquer le mécanisme de ces douleurs, du syndrome douloureux chronique. Ça permet de leur réexpliquer ça aussi. Et effectivement, Olivier l'a dit, célioscopie négative, pas d'endométriose, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas le droit de venir au centre antidouleur, parce que c'est des femmes qui ont des douleurs et qui du coup, des douleurs du coup abdominales, pelviennes, que ça fasse gynécologique ou pas gynécologique, en fait si elles ont mal depuis plus de 3 mois, elles ont le droit de venir. Et nous, ça s'affranchira du diagnostic. Voilà. Et du coup, parce que c'est aussi pour ça qu'on est tous réunis et que c'est bien qu'on puisse échanger et qu'en plus c'était écrit dans le programme de santé publique, que du coup, de pouvoir collaborer ensemble, de pouvoir permettre des évaluations très globales, de pouvoir se discuter de ça, communiquer, coordonner. Pour faciliter les évaluations globales, nous, au centre antidouleur, on a déjà un dispositif d'hôpital de jour qui nous est possible et qui pourrait permettre éventuellement là, à l'hôpital de faire des examens d'imagerie, de faire venir les professionnels spécialistes à côté et puis de les évaluer et de prendre le temps parce qu'on sait que ce sont des femmes qui ont besoin de notre temps. Donc moi, je suis Clotilde Deschanel, je suis PH en AMP en fait au CHT. Donc moi, je vais vous parler d'un sujet qui est aussi très passionnant, mais très technique. C'est la préservation de la fertilité. C'est pas très connu, donc je vais vous expliquer un petit peu pour qui, comment ça se passe et pour qui, comment, pourquoi. Si on arrive à voir le PowerPoint. Ok. Diapo suivante. Okay. Donc en fait, il y a
Il y a une loi de bioéthique qui date de 2006 qui dit qu'en fait, toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée, donc cette personne peut bénéficier du recueil et de la conservation donc, de ses gamètes et de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure à son bénéfice d'une assistance médicale à la procréation. Donc, diapo suivante. Donc, on va voir un petit peu, on va replonger dans les cours de collège et de première année de médecine, savoir ce que c'est que la fertilité. Je vais vous montrer un petit peu comment l'endométriose altère la fertilité et je vous parlerai des techniques de préservation de la fertilité. Donc la fertilité, c'est la reproduction. Donc c'est simplement la rencontre d'un ovule en fait qui sort de l'ovaire. Donc il va dans la trompe de Fallope. Il rencontre le spermatozoïde, ça féconde, ça donne un embryon qui va se diviser, donc se cliver. Et en fait l'embryon va arriver dans l'utérus et il va s'implanter. Donc la reproduction, c'est ça, c'est une croissance folliculaire, une maturation ovocytaire, une ovulation, une fécondation, un développement embryonnaire et une implantation. Donc la diapo suivante. Donc la maturation folliculaire ovocytaire, en fait, elle se passe dans l'ovaire. Donc dans votre ovaire, en fait, il y a plein de follicules, les follicules primordiaux qui vont donner les follicules primaires, secondaires, préventrales, antrales. Ça, c'est les cours de première année de médecine. Et donc on a, à partir de la puberté, tout de manière continue, on a des follicules qui sortent de ce stock de follicules primordiales. Donc ils sortent, ils vont se transformer en follicules donc primaires, secondaires. L'ovocyte va acquérir sa maturation, il va devoir en fait faire ses 2 méioses pour apporter le capital génétique en fait à l'embryon. Donc l'ovocyte va maturer et en parallèle on voit autour de l'ovocyte des cellules qui sont les cellules de la granulosa qui vont en fait se multiplier pour qu'on obtienne le complexe cumulo-ovocytaire. Donc ce recrutement est continu et en fait donc ça sort en permanence et on a en permanence aussi une atrésie, donc une disparition de ces follicules. Donc la diapo suivante. Au moment en fait du follicule antral, on peut en fait ceux qui ont une cavité, on peut les voir à l'échographie. Et donc en fait tous les mois, en début de cycle, au moment des règles, on a un certain nombre de follicules en trop qui sortent dans l'ovaire. Et en fait, parmi tous ces follicules en trop, il y en a un qui va être choisi pour donner le follicule pré-ovulatoire et qui va fournir donc l'ovocyte mature. Donc un seul follicule va répondre à la stimulation du cerveau, la stimulation par la FSH. Donc cette FSH fait grossir un follicule et un ovule. Et quand l'ovule est prêt, il envoie un signal au cerveau donc, avec un taux d'œstradiol assez conséquent et le cerveau va déclencher l'ovulation et l'ovule va sortir. Donc c'est ce qu'on voit ici en fait, le gros follicule qui contient l'ovule mature. Et donc en fait, c'est ce que disait Olivier, c'est cette fameuse réserve ovarienne qui est importante pour nous les gynécos et les fivistes. Cette réserve, en fait, c'est tous ces follicules que contient la femme dans ses ovaires. Donc on va avoir à la naissance un nombre énorme de follicules et on va les perdre au fur et à mesure de la vie. Et quand on n'en a plus, on arrive à la ménopause en fait. Et cette perte de follicules, elle est dépendante de plein de facteurs, donc de facteurs personnels génétiques, mais aussi de toxicité extérieure et de certaines maladies. On peut mesurer cette réserve par 2 marqueurs, l'hormone antimüllérienne qui est fabriquée par les cellules de la granulosa. Donc on peut faire ce dosage et avoir une idée de sa réserve ovarienne. Et on peut aussi sur les échographies en début de cycle compter les follicules en trop, c'est ce qu'on voit ici. Donc en fait on va compter sur l'ovaire tous les petits ronds noirs qui sont les follicules en trop et qui contiennent chacun un ovule. Et donc ces 2 marqueurs, l'AMH et le CFA, sont les reflets du stock ovarien. Alors, simplement, j'ai mis ces 2 images parce qu'effectivement, plus on a une AMH augmentée et un CFA augmenté, plus on a de stock ovarien, donc c'est bien. Mais ce qui est important, en fait, c'est que ces marqueurs, ils sont juste quantitatifs. Donc, en fait, ils sont juste des marqueurs de ce qu'on a dans nos ovaires. Ce ne sont pas des marqueurs qualitatifs de nos ovules. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, ici, sur cet ovaire, on n'a pas beaucoup de follicules en trop. Mais on a une patiente qui est jeune, donc en fait, elle n'a pas beaucoup de réserve ovarienne, mais comme elle est jeune, elle sera de meilleurs pronostics en fertilité naturelle et de meilleurs pronostics en fécondation in vitro. À l'inverse, on a Brigitte Macron qui, je pense, n'a pas vraiment ses ovaires, mais qui a une grosse réserve. Mais en fait, avoir une grosse réserve si on est âgé, c'est moins intéressant que d'avoir une petite réserve et être jeune. Et on sait qu'avec l'âge, en fait, donc le compte des follicules en trop diminue et l'AMH diminue. Et à la ménopause, on n'a plus de follicules et plus d'AMH. Donc pour ce qui est de l'infertilité et l'endométriose, en fait, c'est quelque chose qui est établi maintenant.
Donc en fait, selon les études, alors les études sont très variables, c'est 20 à 40% des patientes infertiles qui ont de l'endométriose. Et en tout cas, dans notre centre, au CHT, 20% de nos indications de FIV ont été faites en 2022 pour de l'endométriose. On a une augmentation croissante des indications pour endométriose. Et en fait, dans les études, on se rend compte que finalement, les patientes endométriosiques n'auront pas toutes recours à la FIV. Ça représentera à peu près 50% des patientes endométriosiques qui feront une FIV, parce que certaines tomberont enceintes naturellement, spontanément, et d'autres après une chirurgie. Alors du coup, pourquoi on est infertile quand on a de l'endométriose? Donc Olivier l'a très bien dit, il y a des adhérences, donc on peut avoir des troubles de la perturbation des rapports anatomiques, un ovaire qui n'est pas en face de la trompe, du coup un problème de captation ovocitaire pendant l'ovulation, des trompes qui sont abîmées, qui sont bouchées, donc ça donne des hydrosalpinx. Donc on comprend très bien sur cette image pourquoi une patiente peut être infertile. Diapo suivante. Et au niveau de l'ovaire, en fait, il y a beaucoup d'études qui sortent et c'est très bien, on commence à connaître un petit peu mieux. Donc on se rend compte que dans le tissu qui est adjacent aux endométriomes, par exemple, on a une fibrose tissulaire et de moins en moins de follicules. En fait, on a beaucoup de follicules qui sortent du stock folliculaire et qui s'atrésit rapidement. Donc il y a une déperdition folliculaire autour des endométriomes. On sait que dans l'antrome du follicule, enfin dans la cavité, on a beaucoup de passages de fer. Quand on a un endométrium à côté, on a en fait un stress oxydatif et du coup ça altère la qualité ovocitaire. On observe en fait sur les ovocytes des anomalies en fait des fuseaux méiotiques qui fait qu'on a des anomalies en fait au niveau du nombre de chromosomes parfois, des ovocytes qui sont moins matures. On a des moins bons taux de fécondation, on a des cellules de la granulosa autour qui sont moins bien structurellement anormales et du coup qui sécrètent un peu moins d'hormones. Donc la diapositive suivante. On sait aussi, en fait, sur nos patientes en fécondation in vitro, que les embryons de patientes endométriosiques se développent moins bien. Il y a parfois des retards de développement, des arrêts de développement. Quand on prend des spermatozoïdes d'un monsieur et qu'on les met en fait dans du liquide péritonéal de patientes endométriosiques, on se rend compte que les spermatozoïdes bougent un petit peu moins bien. Et enfin, on se rend compte aussi que chez patientes endométriosiques, comme c'est peut-être une maladie endométriale, on a des taux d'implantation qui sont moins bons. Mais quand même, en FIV, on a quand même des taux de grossesse qui avoisinent 20 à 25% de grossesse par tentative. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le stock ovarien? Est-ce que le stock ovarien est altéré dans l'endométriose? Donc en fait, il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Pour ce qui est de l'endométriose superficielle, donc qui ne touche pas les ovaires, on n'a pas d'altération de ce stock. On a une AMH qui est normale, on n'a pas de perturbation du nombre de follicules. Par contre, à partir du moment où on a un endométriome, il y a beaucoup d'études qui disent qu'en fait, l'endométriome donc, en fait, abîmerait le tissu adjacent et on a une diminution en fait, du stock folliculaire. Et ce que nous a bien dit Olivier, c'est quand on fait une kystectomie dans le cas d'un kyste d'endométriose, on le voit même sur cette image, c'est des kystes qui ne sont pas très faciles à enlever. Donc quand on les enlève, on a tendance en fait à enlever une partie du cortex ovarien. Et on se retrouve avec des patientes qui ont une diminution de leur réserve, mais suite au geste chirurgical. Donc maintenant, suite à ça, on peut préserver la fertilité de ces patientes. Il y a deux techniques actuellement trois techniques qui existent, mais deux qui sont actuellement réalisables. Il y a la congélation de cortex ovarien, la congélation d'ovocytes immatures ou matures. Donc l'immature, j'en parlerai pas parce que c'est du domaine expérimental. Mais je vais vous parler des deux autres techniques. Donc la congélation de cortex. Alors c'est une technique qui consiste à prendre du cortex ovarien, de le conserver et de le regreffer. C'est pas tellement une technique utilisée dans l'endométriose, mais je vous en ai parlé parce qu'il y a quand même quelques cas décrits de patientes à qui en fait on a enlevé des ovaires pour des endométriomes de gros volume. Il y a deux équipes, donc une équipe belge et une équipe américaine, qui en fait ont pris du tissu de cortex ovarien sur les pièces d'ovarectomie, qui ont regreffé derrière, et il y a eu des grossesses en fait obtenues après fécondation in vitro chez ces patientes. Mais c'est technique encore expérimentale, donc c'est pas la technique principale. Et la technique la plus utilisée, c'est la congélation en fait d'ovocytes. Donc je vous ai montré tout à l'heure l'image de l'ovaire en fait en début de cycle avec ces petits follicules en trop. Et normalement, on a juste en cycle naturel un seul
follicule qui va grossir avec un seul ovule. Et nous, ce qu'on va faire en pratique, on va donner en fait de la FSH à ces patientes à forte dose et en fait on va faire grossir tous les follicules. Ça, c'est la technique de stimulation ovarienne pour obtenir en fait beaucoup de follicules. Et c'est là qu'en fait on a besoin d'une bonne réserve ovarienne pour avoir beaucoup de follicules après stimulation ovarienne. Donc une fois que nos ovaires ils sont stimulés, on a tous les follicules qui sont gros, qui ont la taille d'un follicule préovulatoire. En fait, on va prendre la patiente au bloc opératoire. Sous anesthésie générale, on va ponctionner dans les ovaires. On va ponctionner dans chaque follicule et récupérer en fait les ovocytes. La diapo suivante. Ensuite, le biologiste va congeler les ovocytes et on peut faire actuellement du cumul ovocytaire, c'est ce qu'on appelle le leg banking. On va faire plusieurs stimulations ovariennes et on va stocker plusieurs follicules sur plusieurs tentatives à la suite. Donc en pratique, la stimulation ovarienne, c'est une douzaine de jours de traitement par des injections de FSH. Il y a peu de risque d'hyperstimulation ovarienne. On peut stimuler en fait sous traitement, c'est assez facile. On stimule maintenant sous progestatif ou sous agoniste de la GnRH. On peut programmer les tentatives. Les patientes, elles sont sous progestatif, elles n'ont même pas leurs règles. Elles sont sous progestatif, sous stérilet ou sous bienogeste. Et on stimule, en fait, une dizaine de jours et on ponctionne. Et on peut recommencer plusieurs fois. Les risques, ils sont surtout liés à l'anesthésie, à la ponction, enfin plutôt à la ponction. Donc on a quand même 1% d'abcès décrit dans la littérature. Et à savoir que cette stimulation ovarienne n'a pas d'effet sur l'évolution de la maladie. C'est assez rassurant les données là-dessus. Ensuite, quand la patiente en fait, veut un enfant, donc un peu plus tard, on décongèle les ovocytes, on fait une fécondation in vitro avec le sperme du compagnon. Donc c'est ce qu'on voit en fait sur l'image de tout à gauche, la fécondation in vitro. On a des embryons qui se développent. On pourra transférer un embryon dans l'utérus et on pourra cryoconserver les embryons surnuméraires. C'est beaucoup de congélation. Donc moi, je vais vous parler d'une... Il n'y a pas beaucoup d'études en fait là-dessus. J'ai été un petit peu surprise. Il y a 3 études avec la première 20 patientes, la deuxième 40 patientes. Donc il y a la plus grosse étude date de 2020. Donc on n'a pas beaucoup de recul sur la congélation d'ovocytes chez les patientes endométriosiques. On n'a pas beaucoup d'expérience en fait dans le monde. Et donc c'est une équipe espagnole qui est très connue, qui vitrifie beaucoup les ovocytes. Et donc, elle a publié ses premiers chiffres. Donc, il y a eu 1044 patientes qui ont congelé leurs ovocytes. Il y en a seulement 485 qui les ont réutilisés, donc 46% des patientes. C'était plutôt des stades sévères d'endométriose. Et en fait, il y avait la moitié des patientes qui avaient été opérées. Donc, ce qui est intéressant de voir quand même, c'est combien d'ovocytes on va récupérer en moyenne. Donc, ça qui est intéressant, c'est que par cycle, en moyenne, ils récupéraient 7 ovocytes. Ils ont congelé en moyenne 5 à 6 ovocytes par cycle. Les patientes ont fait 1,7 tentatives en moyenne, donc on arrivait à 9 ovocytes vitrifiés par patiente. Les taux de grossesse donc, chez ces patientes sont de 46%. Donc il y a 46% des patientes qui ont eu un bébé. Donc 225 bébés sont nés sur les 1044 patientes qui ont congelé. La diapositive suivante. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'âge qui est le plus important, en tout cas en termes de fertilité. Donc, avant 35 ans et après 35 ans, on fait souvent la différence, nous, à 35 ans. Avant 35 ans, on avait en moyenne 6,6 ovocytes par cycle et 4,6 ovocytes après 35 ans, des taux de grossesse donc de 62% par patiente avant 35 ans et on arrive à 30% après 35 ans. Après, simplement, j'ai mis les chiffres d'ovocytes recueillis après kystectomie. Donc, 6,2 sans kystectomie, 5 quand on enlève un kyste d'un côté et plus que 4,5 quand on enlève un kyste de chaque côté. Donc, la diapositive suivante. C'est difficile de donner en fait des chances de grossesse après congélation d'ovocytes actuellement. Donc là, on a vu qu'il y avait une patiente sur 2 qui avait une naissance vivante. Donc, c'est quand même pas mal. Et le seul moyen, a priori, maintenant, de connaître un peu les chances de grossesse chez les patientes qui congèlent les ovocytes, c'est de regarder les patientes qui congèlent pour les indications non médicales, donc sociétales, parce qu'on a beaucoup plus de recul là-dessus. Donc, c'est les femmes qui congèlent parce qu'elles ne veulent pas faire un enfant maintenant pour des raisons en fait, donc personnelles. Elles vont congeler leurs ovocytes, les réutiliser plus tard. Et donc, on sait qu'en moyenne, le taux de grossesse par ovocyte vitrifié, c'est 7%. Donc on a vu qu'elles avaient en moyenne entre 5 et 7 ovocytes, les patientes de l'étude espagnole. Donc c'est en dessous de 5% par ovocyte dévitrifié
après 38 ans et 7% par ovocyte vitrifié avant 38 ans. Donc en fait, pour espérer une grossesse avec une naissance vivante, il faut avant 38 ans espérer congeler 15 à 20 ovocytes. Donc ça veut dire faire 3-4 stimulations ovariennes. Et après 38 ans, 25 à 30 ovocytes à congeler pour espérer avoir une grossesse. Et on a vu qu'elles avaient en moyenne, après 35 ans, 4 ovocytes. Ça veut dire qu'il faudrait faire 7 à 8 tentatives. Et ça, c'est difficile. Et donc, on n'a pas de données précises sur le nombre d'ovocytes nécessaires chez les patientes endométriosiques. Ça, c'est vraiment des données chez les patientes qui congèlent, pas pour endométriose, pour raison sociétale. Donc, qui est-ce qu'il faut préserver? Donc, c'est la grande question. Est-ce qu'on préserve tout le monde? Est-ce qu'on congèle tous les ovocytes de toutes les patientes qui ont de l'endométriose? Donc, moi, j'ai fait un petit calcul. En fait, si on estime qu'il y a 5 à 10% de la population en âge de procréer qui a de l'endométriose, en Calédonie, en 2019, ça représentait 78 000 patientes en âge de procréer, donc 4 000 à 7 800 patientes avec de l'endométriose. À 500 000 francs Pacifique, la tentative de FIV, c'est un coût de 2 milliards pour une tentative. Donc c'est extrêmement cher. Et puis en pratique, nous, on n'a pas les locaux et on ne peut pas passer 4000 patientes en FIV dans notre service, c'est pas possible, c'est beaucoup trop. Donc est-ce qu'on congèle les patientes qui sont à haut risque de FIV? Donc les 50% de patientes qui seraient à haut risque de faire une fécondation in vitro plus tard. Donc peut-être, mais il faut les identifier en fait, ces patientes. Est-ce qu'on congèle les femmes jeunes? Parce qu'après tout, c'est celles-là qui auront beaucoup d'ovocytes, qui auront beaucoup d'ovocytes de bonne qualité. Mais est-ce qu'on va forcément congéler une patiente de 30 ans qui a peut-être aussi des chances de grossesse en fait spontanément en post-chirurgie, ou si en FIV, parce qu'on a le temps de faire de la FIV peut-être chez cette patiente, si elle a un compagnon. Les femmes âgées, c'est toujours le problème. Est-ce qu'on va congeler une patiente de 38 ans qui a de l'endométriose, avec le mauvais pronostic lié à la réponse ovarienne et à la moins bonne qualité liée à l'âge? Donc c'est ces patientes qu'on voit le plus souvent nous en consultation, les patientes âgées de 37-38 ans, mais chez qui on n'a pas beaucoup de chances de grossesse après une vitrification ovocytaire. Est-ce qu'on congèle celles qui ont un antécédent de kystéctomie? Donc on voit que quand elles ont une kystéctomie, on a beaucoup moins d'ovocytes parce qu'il y a moins de réserve ovarienne. Est-ce qu'on tient compte de cette réserve? Est-ce qu'on tient compte du statut conjugal aussi? Est-ce que c'est pareil une patiente qui a 35 ans qui est célibataire, qui a de l'endométriose, et une patiente qui est en couple qui a 28 ans? Il y a des scores pronostics de fertilité qui existent, qui permettent un peu d'établir les chances de grossesse spontanée qu'on peut utiliser. Mais c'est plein de questions en fait qu'on se pose. Donc qui peut bénéficier d'une préservation de la fertilité? Donc il y a eu deux recommandations, donc des recommandations françaises du CNGOF, le Collège français de gynécologie, et les recommandations européennes qui datent de 2022 et qui disent en fait globalement... Eric? En fait, elles sont assez claires, ces recommandations. Elles sont aussi convergentes. Le comité scientifique européen et le comité scientifique français sont assez d'accord pour dire qu'il faut proposer une préservation de la fertilité par congélation ovocytaire en cas d'atteinte ovarienne avec risque d'altération quantitative du stock folliculaire. Donc en cas d'endométriome récidivant, de chirurgie itérative et d'endométriome bilatéraux, quel que soit le volume, ou unilatéral. En cas d'antécédent de chirurgie ovarienne et en présence d'une récidive, en fait, on peut proposer 1 à 3 cycles de stimulation ovarienne en vue d'un cumul ovocytaire avant ou après la chirurgie. Une proposition systématique de préservation de la fertilité avant une première chirurgie reste à débattre, mais semble à privilégier dans les seuls cas de réserve ovarienne basse. Et en cas d'endométriose profonde isolée, donc qui ne touche pas les ovaires, mais comme disait Olivier, les nodules, les endométrioses digestives, la préservation n'est pas systématique, mais reste à discuter selon l'âge, le statut conjugal, la réserve ovarienne et le caractère évolutif des lésions et la probabilité de recours à une FIV. Alors ça, donc c'est ce que donnent les recommandations. Donc après, on ne devrait congeler que les patientes qui ont une endométriose ovarienne. Mais en France, en fait, depuis 1 an et demi, depuis août 2021, les patientes peuvent congeler leurs ovocytes pour une indication donc non médicale, donc sociétale. Donc en fait, finalement, cette recommandation a
a plus grand intérêt parce que même si on a un endométriose superficielle et qu'on a 30 ans, on pourra congeler en fait en dehors des recommandations. Donc ça c'est en métropole et cela n'est pas encore passé en Nouvelle-Calédonie. Donc nous on ne peut pas congeler en dehors d'une indication médicale, donc on ne peut pas congeler aussi facilement qu'en métropole. Je vais juste parler des conséquences psychologiques de ces thérapeutiques. En fait, c'est compliqué parfois d'avoir des patientes qui sont jeunes, qui ont 26 ans, 27 ans, qui n'ont pas forcément de projet de grossesse, et on leur parle directement d'endométriose et de préservation de la fertilité. Donc, c'est pas toujours évident de se projeter à 26-27 ans dans un projet de grossesse quand on n'y a pas vraiment pensé. C'est aussi difficile pour les patientes de s'entendre dire qu'elles ont un pronostic de fertilité. On va leur dire, bon, bah, vous avez 38 ans et en fait, c'est pas gagné, votre réserve elle est plus très bonne, vous êtes un petit peu âgé, donc c'est pas facile à entendre et c'est parfois dramatique pour les patientes. Après 35 ans, en fait, les femmes elles ont une pression énorme de devoir faire un enfant rapidement, donc c'est difficile pour les patientes d'entendre tout ça. C'est difficile aussi de voir des patientes qui ont eu des kystectomies et qui ont quasiment plus de réserve ovarienne. On les voit débarquer en consultation et on leur dit, en fait, la réserve est plus très bonne et c'est compliqué de les stimuler au niveau ovarien. Des patientes qui en fait viennent pour préserver en se disant je vais préserver et voilà je vais préserver parce que c'est possible et en fait on va les stimuler et malheureusement elles n'ont pas une très bonne réponse et pas un très bon rendement ovocytaire, donc c'est aussi difficile pour ces patientes qui viennent dans une démarche de préserver et finalement on leur dit qu'on ne va pas préserver beaucoup d'ovocytes. Et ces fameuses patientes de plus de 35 ans, c'est dramatique et c'est une pression énorme que de leur dire qu'il faut se dépêcher et qu'il y a de l'endométriose et qu'il faut se dépêcher. Donc c'est des patientes qui ne sont pas toujours faciles à gérer sur le plan psychologique et qui ont vraiment qui pleurent beaucoup en consultation en tout cas. La diapo suivante. Donc le message que moi je voudrais faire passer, c'est que finalement toute patiente avec une endométriose ovarienne doit avoir une consultation de préservation de la fertilité, même si on n'aboutit pas forcément à une préservation. Toute patiente avec une endométriose devrait avoir une consultation avec un médecin de l'AMP parce qu'elles se posent plein de questions, elles vont sur Internet et elles voient tout de suite qu'elles sont pas fertiles sur les blogs sur Internet. Le bilan de la réserve ovarienne, c'est important de le faire en vue d'une AMP. Nous, on en a besoin. Qu'est-ce qu'on fait des endométrioses superficielles ou profondes isolées? Est-ce qu'on congèle? A priori, ce n'est pas dans les recommandations, mais c'est difficile de refuser une patiente qui a 35 ans et qui a un pronostic de fertilité qui est inconnu. C'est pas parce qu'on préserve la fertilité, c'est pas parce qu'on congèle des ovocytes qu'il y aura forcément une grossesse derrière. Ça, c'est important. C'est pas toutes les patientes. Et c'est pas parce qu'on ne préserve pas les ovocytes, c'est pas parce qu'il y a une contre-indication à la préservation qu'il n'y aura pas de grossesse spontanée derrière non plus. C'est pas parce qu'en fait on peut pas congeler, c'est pas parce qu'on n'a pas de réserve ovarienne que derrière la patiente, si elle se fait opérer, elle peut pas avoir une grossesse spontanée. Donc c'est des messages qui sont importants à faire passer. Merci.